Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Skillshare. Un simple centimètre cube d'air sur Terre en contient 20 milliards de milliards. Vous en avez actuellement en vous autour de 7 × 10 puissance 27. Ces petites choses qui constituent toute la matière qui nous entoure, et ce dans des quantités vertigineuses, ce sont les atomes. Ils sont partout, et pourtant, bien que nous passons notre vie entière en leur compagnie, personne n'avait encore réussi à en observer directement, jusqu'à très récemment. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va tenter, de toutes nos forces, de nous approcher au plus près de la réalité immensément fascinante, de ces objets ridiculement petits. Et pour aller à leur rencontre et se rendre compte de la distance effarante qui nous en sépare, commençons, grâce à cette courte vidéo réalisée par le CERN, à plonger en direction de l'un de ceux participant à édifier nos cheveux. Et nous voilà pénétrant à l'intérieur d'une cellule, constituée de macrofibres, elle-même constituée d'un enchevêtrement de microfibres, elle-même constituée de fibres encore plus petites, qui tirent leur forme de longues protéines de kératine, elles-mêmes formées par des molécules, des acides aminés imbriqués, constituées d'atomes de soufre, d'azote, d'oxygène, de carbone ou encore d'hydrogène, ce qui se fait de plus simple en termes d'atomes dans l'univers. Et pour représenter ces atomes, on a souvent coutume d'utiliser ce genre d'image, avec au centre un noyau constitué de neutrons et de protons, autour desquels tournent des électrons, qui au sein d'orbites stables évoluent calmement. Cette représentation, dite du modèle planétaire, bien qu'elle soit pratique, est évidemment fausse. Ceci n'est absolument pas un atome. Les particules atomiques ne sont pas de minuscules billes ponctuelles et relativement proches les unes des autres. En réalité, ce modèle est à jeter à la poubelle avec la poubelle elle-même, et ce pour deux raisons. La première tient aux dimensions démesurées qu'ont les atomes si on les compare aux tailles de leurs constituants. Songez que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Pour le dire autrement, si vous augmentiez la taille des constituants du noyau pour qu'il fasse 1 mm, alors toute proportion gardée, les électrons se retrouveraient à virevolter à près de 100 mètres de là. Ce qui revient à dire que 99,999999999% du volume de l'espace de ces objets-là est constitué de vide. Il y a au sein de chaque atome tellement de place sans rien que si toute l'humanité avait la bonne idée de se retrouver au même endroit, puis dans la foulée, l'autre bonne idée de se compresser jusqu'à combler tout le vide disponible entre les éléments constituant nos atomes, alors toute la matière constituant l'humanité tiendrait dans un volume grand comme celui d'un dé. Un dé pesant 500 millions de tonnes. Petite parenthèse, si ça peut vous rassurer, cette expérience aussi mortelle qu'absurde ne peut être réalisée, car les forces répulsives qui régissent le comportement de la matière à ces échelles nous empêcheraient de rapprocher ainsi les particules constituant les atomes. Mais certaines étoiles dites à neutrons, ou naines blanches, sont-elles constituées de matière ayant subi ce type de compression. Mais trêve de digression. La seconde raison pour laquelle ce modèle est à faire éclater est peut-être aussi plus importante, car elle tient à la nature même des particules subatomiques. Car en franchissant la frontière symbolique de l'ordre du dixième de nanomètre, on constate que le comportement de la matière, son mouvement, ne correspond en rien à ce que le monde qui nous entoure nous a habitués. Déjà, pour être au plus près de la réalité du comportement des électrons autour du noyau, il faudrait les représenter frénétiques, insaisissables, virevoltant extrêmement rapidement. Et ce, à un niveau que l'on peine à se représenter. Car même au calme, dans des conditions ordinaires, un électron effectue en moyenne 6,6 × 10 puissance 15 tours par seconde autour du noyau, ce qui lui confère une vitesse de déplacement de quelques 2400 km par seconde. Cette vitesse démentielle qui permettrait de faire un aller-retour Marseille-Bruxelles en moins d'une seconde est aussi relativement négligeable, dans la mesure où elle n'atteint même pas les 1% de la vitesse de la lumière. Sauf qu'en réalité, les électrons ne sont pas réellement en rotation. Ils ne tournent pas à proprement parler autour du noyau comme nos satellites le font autour de notre planète. Lorsque l'on parle ici de vitesse, on utilise le modèle de représentation de Bohr, qui est là en partie pour éviter aux novices, comme moi, de péter une durite et permet de s'en faire une image. En fait, il serait plus juste de troquer l'idée de vitesse pour celle de niveau d'énergie, et surtout d'insister sur le fait qu'à ces échelles, le comportement même des particules vient comme faire exploser l'idée même d'avoir une position bien précise. En réalité,
Aussi bizarre que cela puisse paraître, les électrons sont des particules non ponctuelles, sans dimension, dont on ne peut à la fois connaître la vitesse et la position. Si vous voulez en savoir plus sur ces étrangetés, je vous renvoie à cet épisode-là. Et puis, à ces échelles atomiques, la matière, les particules présentent un comportement dont la nature est intrinsèquement ondulatoire. Dit autrement, les électrons peuvent se comporter à la fois comme des particules et comme des ondes. Et pour représenter cette bizarrerie, rendre justice à cette nouvelle couche de complexité, plutôt que de parler de particules, un terme qui sous-entend que les électrons ont une position bien définie, il serait plus juste, pour être plus près de leur réalité délirante, de les représenter sous la forme de fonctions d'ondes, de nuages électroniques diffus. Et il faut préciser que ces nuages-là ne sont pas une perception d'électrons dont nous ne verrions que la trace dans le sillage de leur passage trop rapide, pour qu'on puisse les distinguer avec précision. C'est véritablement les électrons qui en occupent tout l'espace. Ces fonctions d'ondes électroniques, ces nuages, c'est peut-être ce dont nous disposons de mieux pour arriver à se représenter, dans une langue visuellement acceptable pour notre cerveau, les régions troubles à l'intérieur desquelles on a une probabilité plus ou moins forte de trouver des électrons. Lorsque l'on tente d'étudier avec nos instruments les atomes, c'est à l'intérieur de ces volumes brumeux aux contours flous que les électrons se manifestent, comme si le nuage se contractait, se réduisait soudainement en une particule, faisant son apparition ici ou là, sa position variant à chaque fois à l'intérieur des frontières troubles du nuage à la particule, de la particule au nuage, à la particule, au nuage, à la particule. Ces régions dans lesquelles les électrons peuvent se manifester sont appelées orbitales atomiques. Elles rendent justice au comportement ondulatoire de la matière et donnent à voir les zones à l'intérieur desquelles les électrons apparaissent préférentiellement sous forme de particules et au hasard, quand on tente de les étudier. Et là, il faut insister sur un aspect très étrange de la réalité à l'échelle nanométrique. Dans ces orbitales, les électrons sont littéralement partout à la fois. Ils sont tous les points possibles en même temps, en occupent véritablement tout l'espace comme s'ils y étaient étalés, jusqu'à ce que l'on tente de savoir où ils sont. En fait, ces orbitales peuvent être vues telles des cartes géographiques des possibles, des territoires que les électrons occupent, mais au sein desquels la densité d'habitation, les probabilités de présence fluctuent et évoluent en fonction des régions, et quand on cherche à les étudier. Et ces orbitales ne représentent pas toutes les zones dans lesquelles les électrons peuvent se trouver, car en vertu de leur étrange propriété quantique, il existe toujours une probabilité non nulle pour qu'ils se manifestent à peu près n'importe où autour de l'atome. Pour le dire autrement, en l'absence de perturbations, les électrons sont entièrement ces orbitales. Des orbitales prises dans les mailles d'une toile, dont la forme et les niveaux d'énergie sont contraints et pilotés, en partie, par au centre le noyau, qui agit tel une sorte de filet électrique invisible et étendant son emprise jusqu'aux limites de l'atome. Les formes de ces nuages électroniques, nous les connaissons par les équations, mais aussi par l'expérience. Et en multipliant les mesures sur un atome particulier, à force d'accumuler les données, on peut voir les électrons se manifester préférentiellement dans certaines régions, au point de petit à petit venir dessiner, comme le ferait un peintre pointilliste, des nuages formés de points accumulés et dont les frontières floues et diffuses marquent les limites statistiques de l'extension des électrons. En fonction du niveau d'énergie de ces derniers, les configurations de leurs orbitales viennent dessiner des fleurs hallucinées dans un bestiaire de formes extrêmement variées. Ce que vous voyez actuellement s'enchaîner à l'écran, ce sont toutes les configurations de nuages électroniques possibles pour l'atome le plus simple de l'univers, l'hydrogène. Un atome n'étant constitué que d'un proton, autour duquel évolue un seul et unique électron. On peut voir ici qu'au niveau d'énergie les plus faibles, l'électron se manifeste dans une orbite quasi sphérique. Mais très vite, en montant en niveau d'énergie, de nouvelles formes d'orbitales, de fonctions d'ondes, font leur apparition. Des doubles sphères, des lobes plus ou moins arrondis et nombreux, symétriques ou comme entourés d'une ceinture. En fait, la forme des orbitales, ces limites statistiques de liberté de mouvement, nous donnent les dimensions des petites prisons dans lesquelles les fonctions d'onde de chaque électron sont enfermées. Et si ces prisons ont des volumes et des formes si bien définis, c'est qu'aux échelles atomiques, on constate que les électrons, s'ils sont suffisamment excités, peuvent sauter soudainement dans un état d'énergie plus élevé, et ainsi voir la forme de leur orbitale changer brusquement pour en prendre une autre. À ces échelles, tout se passe comme si les formes autorisées étaient discontinues, et les électrons ne peuvent passer d'un niveau d'énergie à l'autre que brusquement, sans aucun entre-deux possible. On dit qu'à ce niveau de réalité, les choses sont quantifiées.
Une fonction d'onde ne peut adopter que certaines formes, quand d'autres lui sont intrinsèquement impossibles à posséder. Bref, les constituants des atomes évoluent dans un univers discontinu, un univers de valeurs, en marche d'escalier. Et ce sont ainsi les combinaisons possibles des propriétés dites quantifiées des électrons, qui vont donner aux pétales, ces orbitales, leur forme. Et histoire d'ajouter encore un peu de couleur à cette complexité, on peut se demander comment tout ça se goupille dans des atomes plus lourds que l'hydrogène et entourés de cortèges d'électrons en interaction. Eh bien, de façon grossière, ça devient le bordel. À chaque fois que l'on rajoute un proton dans le noyau et un électron autour, la force du filet électrique, tout comme les allures possibles des nuages, changent, évoluent, et la configuration de ces pétales de fleurs hallucinées gagne encore en variété, en devenant le produit de plusieurs orbitales qui vont comme s'imbriquer. Car en ajoutant des électrons au cortège, on ne vient pas empiler les couches électroniques les unes au-dessus des autres, ou à côté, mais plutôt les unes dans les autres. Ainsi, l'on peut se trouver avec des atomes ayant des dizaines, parfois des centaines d'électrons, dont les orbitales sont comme enchâssées. C'est cette capacité à littéralement s'interpénétrer qui fait que la taille des atomes ne varie pas beaucoup à mesure que leur nombre d'électrons augmente. En fait, si les électrons s'empilaient, comme le font les couches des oignons, un atome d'or, avec ses 79 électrons, devrait être, au minimum, 10 fois plus gros qu'un atome de carbone, qui n'en possède, lui, que 6. Mais dans la réalité, les atomes d'or ne sont que 2 fois plus gros que ceux de carbone, du fait que ces 79 orbitales sont toutes à peu près de même taille et s'interpénètrent comme des nuages se mélangeant. C'est pourquoi ajouter des protons et des neutrons dans le noyau et des électrons autour ne fait que très légèrement gonfler la taille d'un atome, bien que cela en change considérablement les propriétés. Et pour prendre conscience de toute l'ampleur des possibilités de forme, il faudrait également évoquer le principe d'exclusion de Pauli, qui, sans rentrer dans le détail, impose sur chaque orbitale à un électron sur 2 d'adopter une configuration différente. Étrangement, dans ce joyeux bordel, un peu de simplicité laisse poindre le bout de son nez, car la capacité des atomes à se lier entre eux, leur degré d'affinité, est en grande majorité piloté par les seuls électrons de la couche la plus excentrée du noyau, qui constitue le principal dictionnaire à partir duquel s'écrivent les interactions chimiques possibles entre les éléments atomiques. Des éléments qui, pour se coller, s'accrocher, se lier entre eux, pour former des molécules, ne font que partager leurs électrons. Et à l'inverse, ce sont ces derniers et leurs orbitales qui donnent à la matière son identité, lui disent comment se comporter, si elle doit être liquide, gazeuse ou solide, métallique, isolante, du dur, du mou, avoir tel type de couleur, être brillante ou transparente. Cela fait presque tout. Bref, ce sont eux qui font qu'un atome de carbone, qu'il provienne de vous, d'un bloc de graphite ou d'une huître, possède les mêmes propriétés. Et je trouve ça plutôt cool de se dire que si là, maintenant, à l'autre bout de l'univers, des extraterrestres ont des cours de science, alors ils étudient nécessairement les mêmes éléments atomiques que nous, car ceux-ci sont dans le cosmos partout où l'on regarde, identiques. Et là, par rapport à l'introduction, vous devez peut-être crier à l'arnaque, car depuis le début de cet épisode, je ne vous montre que des représentations artistiques ou scientifiques, des simulations de la forme des atomes. Mais a-t-on seulement déjà réussi à en voir en vrai ? Eh bien, dans un sens, oui, car ces orbitales peuvent être indirectement redessinées, en étudiant la couleur de la lumière réémise par des électrons, et qui nous permettent de retracer leur forme. Bon, en réalité, c'est plus compliqué que ça, mais vous avez grossièrement l'idée. Ici, vous voyez en 2 dimensions, l'interprétation visuelle de données indirectement recueillies par une équipe de chercheurs suédois qui, en 2008, ont réussi à immortaliser les variations au cours du temps des orbitales d'un atome. Avec un degré de finesse moindre, on est également capable de repérer la présence des atomes au moyen de microscopes bien particuliers, dits à effet tunnel. Vous voyez actuellement agrandi 100 millions de fois la disposition des atomes observés à l'aide de l'un de ces microscopes à la surface d'un cristal. Quant à ce film que vous voyez actuellement à l'écran, il a été réalisé par une équipe d'IBM et est considéré comme étant le plus petit film d'animation au monde. On y voit des atomes être déplacés, un par un, au moyen d'un microscope à effet tunnel. Et en prenant des clichés successifs, les chercheurs ont réussi à obtenir ce dessin animé en stop motion. Ici, chaque petite bille à l'image est un atome d'oxygène. Et les vagues, les petites oscillations qui les entourent, nous révèlent la nature quantique des électrons. Ce type d'image, c'était jusqu'à tout récemment ce que l'on pouvait faire de mieux pour voir les atomes. Jusqu'à ce que la physicienne Aneta Stodolna trouve un astucieux moyen de
disons comme photographier, l'ombre portée de la fonction d'onde de l'hydrogène, et voici ce qu'elle a obtenu. Cette espèce de tache granuleuse est complètement fascinante. C'est la première observation dite directe de l'intérieur d'un atome. Plus précisément, elle nous donne à voir la répartition dans l'espace de la fonction d'onde de l'électron d'un atome d'hydrogène dans un état d'excitation très élevé et les variations de densité de son nuage électronique. Et pourtant, aussi saisissante que soit cette photographie ayant immortalisé l'une de ces petites choses fabriquant toutes les grandes, elle délaisse l'un des aspects de la réalité des atomes qui nous restera peut-être à jamais visuellement inaccessible. Car intrinsèquement enchâssée dans chaque électron se trouve une propriété qui ne peut prendre que certaines valeurs. Une propriété elle aussi quantifiée est baptisée spin, et qui fait d'eux des sortes d'aimants déboussolants qui n'en sont pas vraiment, et ne peuvent indiquer en tout et pour tout que deux directions. Toute tentative de représentation des électrons sur le papier trouve là une limite, comme infranchissable. Comment espérer dessiner, tenter d'imager une particule sans volume, sans taille, pourtant dotée d'une masse minuscule et en étant en rotation sur elle-même, bien qu'elle ne le soit pas à proprement parler, tout en étant tout un nuage. Restez zen. Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage en ligne qui propose des milliers de cours hyper motivants et destinés aux créatifs qui souhaitent développer de nouvelles compétences, comme approfondir leur passion. Perso, je les ai découverts il y a 2 ans et j'aurais aimé que ce soit plus tôt. Franchement, j'aurais gagné tellement de temps. Typiquement, avant, quand je faisais du montage vidéo, j'avais strictement aucune vision structurée de ce que je faisais. Je papillonnais de tuto en tuto, jusqu'à ce que je découvre les cours de Jordi Van Der Put, qui m'ont permis de vraiment poser les bases des techniques de montage vidéo. Là où ça fait toute la différence, c'est que sur Skillshare, que vous partiez de zéro ou soyez pro, tout est conçu pour l'apprentissage. Vous apprenez en maîtrisant les bases avec des tutos qui sont pensés dans la compréhension de l'ensemble, dans une vraie logique de progression. Et mine de rien, piger ce qu'on fait, ça permet d'être plus créatif. Perso, si je comprends pas pourquoi je fais quelque chose, pourquoi je fais ça, je stagne ou pire, j'oublie dans la foulée. En explorant les milliers de cours créatifs qu'il propose sur le design, la vidéo, la photographie, l'animation, l'aquarelle, l'écriture créative et j'en passe, j'en suis même venu à me remettre à la guitare. Et non, vous ne pourrez pas m'écouter jouer. C'est un mélange de honte et d'amour-propre qui vous protège. Et sinon, à part ça, sur Skillshare, il n'y a aucune publicité. Tout le site est entièrement disponible en français et les cours en anglais sont tous sous-titrés. Bref, pour apprendre de nouvelles compétences et ne pas les oublier dans la foulée, ils offrent actuellement et aux 1000 premières personnes passant par le lien en dessous de la vidéo, 1 mois d'accès gratuit et illimité à des milliers de cours motivants. Et voilà, après nous être retourné la tête avec des électrons qui ne peuvent pas tourner, nous allons nous arrêter là. J'ai fait de mon mieux pour vous montrer un atome, mais même en simplifiant terriblement, je crois que j'ai échoué. Ces petites choses-là restent quand même trop grandes à affronter pour moi. Et la prochaine fois, je vous ferai simplement un gribouillage. En attendant, je vous laisse le cœur gros comme leur noyau, à l'intérieur desquels nous avons découvert que les protons et les neutrons sont eux aussi constitués de particules plus petites, des quarks. Ces éléments-là, 10 000 fois plus petits que le noyau lui-même, sont pour l'heure ce qui se fait de mieux dans le genre, ridiculement petits. Leur limite fait d'ailleurs de nous humains de véritables géants, car vous êtes en termes de taille 100 fois plus imposant pour un quark que ne l'est la distance qui vous sépare de l'étoile la plus proche du Soleil pour vous. Et je trouve ça fou de se dire que ce territoire stupéfiant à explorer est là, autour de nous. Il est en nous. Et si vous voulez vous plonger dans l'histoire des atomes avant qu'ils ne soient sur Terre, dans les étoiles qui les ont fabriqués, avant qu'ils n'arrivent en vous, j'ai fait 2 vidéos qui racontent leur folle épopée. Je vous colle le lien en bas et suis-moi sur Insta.